On est tous éduqués quelque part avec il faudra avoir des enfants. Et puis des fois c'est même un peu plus pressant, c'est important pour la transmission, etc. Comme si l'histoire familiale de toute façon ne pouvait perdurer, et l'histoire de tout un chacun ne pouvait perdurer que dans cette transmission par le fait d'avoir des enfants. Donc à partir du moment où on en est là, on est quelque part, chacun d'entre nous, au moment où on décide d'avoir cet enfant, où on trouve le timing pour le faire, eh ben on a toute cette pression finalement sociale de se dire il faut que j'y arrive, quoi. On n'est pas censé avoir besoin d'être aidé pour avoir un enfant. C'est juste une décision, on est censé y arriver naturellement. Et quand on n'y arrive pas, c'est une catastrophe. Quand j'ai lu ce livre, 10 histoires extraordinaires de naissance, j'ai découvert un médecin mais complètement extraordinaire qui aide des parents qui ont des difficultés à avoir un enfant à réaliser ce désir tellement profond. Et ce qui est absolument extraordinaire, vous allez le voir, c'est que ça nous met en rapport à la fois aux difficultés, à la gravité de l'existence, mais aussi à ce côté miraculeux de la vie qui jaillit, des surprises et de l'engagement d'un médecin qui repousse les frontières du renoncement par amour, par soin, par courage. Bonjour Mickaël, est-ce que vous voulez bien très rapidement vous présenter? Alors ouais, je m'appelle Mickaël Greenberg, je suis professeur de gynécologie obstétrique et je suis chef de 2 services de médecine de la reproduction en banlieue parisienne, l'un à Clamart, à l'hôpital Antoine Béclair, l'autre à Jean Verdier, à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Alors dans votre livre, les 10 histoires extraordinaires de naissance, on entre vraiment à l'intérieur de l'expérience humaine que ça peut être à la fois pour un médecin de prendre des décisions, c'est souvent beaucoup plus poignant qu'on pourrait le penser de l'extérieur, et puis dans le vécu de tant de gens qui ont des difficultés à avoir un enfant, on va explorer ça, au fond, qui pose plein de questions sur la vie, des questions éthiques, etc. Mais j'avais envie de commencer, comment on s'engage à ce type de métier? Alors, je sais pas comment on s'engage à ce type de métier. Moi, j'ai toujours voulu être médecin. Je sais pas pourquoi. J'ai pas de médecin dans la famille et j'ai toujours eu sans doute cette vocation, cette volonté d'aider les gens en souffrance dès tout petit. J'ai jamais eu souvenir d'avoir voulu être pompier, policier ou je sais pas quoi. Enfin, médecin. Toujours médecin. Tout le temps médecin. Et puis, je sais pas, comme une révélation, comme quoi les profs, des fois, ont vraiment un vrai impact. J'ai eu une prof à l'époque qui était une prof de sciences naturelles, SVT maintenant, qui avait fait un cours en première sur le cycle ovarien. Et la manière dont les femmes, et je me suis dit, cette machinerie incroyable qui permet, avec un cycle aussi bien timé, de l'ovulation, etc., qui permet après de porter et de constituer un être humain, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et parallèlement à ça, j'ai toujours aimé beaucoup les enfants, été proche des enfants, m'a toujours marqué d'être... J'entendais déjà des gens qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants et pour qui c'était un peu compliqué. Et finalement, tout ça s'est télescopé en se disant, comme une évidence, il faut que j'aide les gens qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Donc c'est vraiment... ce qui est très beau, c'est ce que je trouve toujours important de souligner, c'est une rencontre d'un prof qui peut changer le destin d'une vie. Et après, vraiment un engagement et une vocation profonde. Ouais, et après une volonté et un travail, parce que les études de médecine c'est long, et elles étaient focalisées vraiment là-dessus. Et ça veut dire qu'il fallait, fallait apprendre la médecine générale déjà, et après se spécialiser dans la gynécologie obstétrique, pour pouvoir atteindre le fait de pouvoir faire de cette médecine de la reproduction, qui était vraiment la partie qui m'intéressait, mais qui arrivait finalement presque au bout du chemin, et pour laquelle je me préparais et je travaillais en parallèle. J'avais toujours un regard avec cet objectif-là. En plus, vous êtes tombé dans un domaine en plein boom de découvertes scientifiques, en plein boom de questions éthiques. C'est ça qui est absolument génial dans ce métier, c'est que c'est pas uniquement un métier d'entraide où un médecin va prescrire un traitement et va soigner, ce qui est déjà très beau, mais c'est déjà le concept, c'est d'aider des gens dans une souffrance donc qui sont
dans un besoin, dans une envie. Et l'envie qui est sans doute une des plus importantes qui soit, celle d'avoir un enfant. Pour ceux qui veulent en avoir, le manque d'enfants est une catastrophe. Donc quand on peut les aider, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Et quand on se retrouve dans ce domaine qui pose énormément de questions parce que les demandes sont... Il y a la demande lambda dont tout le monde, que tout le monde croit connaître. Je veux un enfant, j'y arrive pas. Bon, voilà. Mais ça va bien au-delà de ça. C'est des histoires humaines, en fait. Et chaque histoire, même s'il y en a 10 dans ce livre, chaque histoire est différente. Chaque couple que je vois, chaque femme que je vois, chaque homme que je vois a sa propre histoire. Et là-dedans vient l'infertilité, que ce soit juste le fait de ne pas y arriver alors qu'ils essayent, soit l'impossibilité de faire parce qu'il y en a un qui est trop malade ou je ne sais quoi. Enfin, il y a énormément de questions qui viennent se poser. Et donc... Vous êtes vraiment au carrefour de plein de problématiques et de questionnements. Ouais. Alors, vous l'avez dit, c'est une des choses que beaucoup de gens connaissent, qui est vraiment au cœur du livre, le désir d'enfant et la très profonde souffrance que c'est pour ceux qui en veulent et qui ne peuvent pas en avoir. Donc c'est vraiment, au fond, la première chose auquel vous êtes confrontés. Ouais, c'est des gens qui sont... Enfin, c'est le paradoxe, c'est que, ok, l'infertilité est perçue par l'Organisation mondiale de la santé comme un problème de santé, comme une maladie, c'est vrai. Mais dans l'esprit des gens, la maladie, c'est quelque chose qui met en jeu le pronostic vital. Enfin, on est malade, on n'est pas bien du tout, ça va mal se terminer. Là, c'est des gens qui sont très souvent bien portants, qui n'ont que pour seul, entre guillemets, manque, le fait d'avoir un enfant. Et tout le reste de leur vie va en général très bien, mais c'est tellement prégnant, c'est tellement important, et c'est tellement aussi sociétalement important de se dire, parce qu'on s'en aperçoit pas, mais on est très vite bercé avec le fait il faudra avoir des enfants, il faudra que tu transmettes. Le mot infertile est un mot terrible. Mais il est tabou. Déjà, les gens, c'est assez marrant quand on reprend un peu dans l'éducation des enfants, on leur dit pas t'auras des enfants. On leur dit t'auras des enfants plus tard, je serai grand-père, je serai grand-mère. Enfin, les parents se projettent déjà. On voit bien, les petites filles, on leur achète des poupées pour qu'elles jouent à la maman déjà. Enfin, on voit à quel point c'est ancré et dans l'inconscient, c'est pas fait volontairement. Et donc, on est tous éduqués quelque part avec il faudra avoir des enfants. Et puis, des fois, c'est même un peu plus pressant, c'est important pour la transmission, etc. Comme si l'histoire familiale, de toute façon, ne pouvait perdurer, et l'histoire de tout un chacun ne pouvait perdurer que dans cette transmission par le fait d'avoir des enfants. Donc, à partir du moment où on en est là, on est quelque part, chacun d'entre nous, au moment où on décide d'avoir cet enfant, où on trouve le timing pour le faire, eh ben, on a toute cette pression finalement sociale de se dire il faut que j'y arrive, quoi. Et ne pas y arriver, c'est dramatique. Je me déçois moi-même parce que c'est quelque chose qui est censé venir naturellement. C'est instinctif. Normalement, les animaux se reproduisent, ils n'ont pas de difficulté, voilà. Et on n'est pas censé avoir besoin d'être aidé pour avoir un enfant. C'est juste une décision. On est censé y arriver naturellement. Et quand on n'y arrive pas, c'est une catastrophe. Donc c'est une catastrophe. Après, il y a l'arrière-plan, même si les gens ne le savent plus, religieux, parce que c'était vraiment une punition d'être infertile pour une femme. Il y avait en plus ce côté-là, ne pas avoir des enfants. Donc là, on est quasiment un poids, on est moins une femme parce qu'on ne peut pas avoir d'enfants. Ouais. Donc ça, c'est un autre point très profond. Et puis après, il y a aussi le désir tout à fait légitime, profond, que les gens ont envie d'avoir un enfant, de pouvoir donner la vie, de pouvoir aimer. Donc c'est très impressionnant parce que vous êtes un médecin qui a un aspect humain très fort, parce que vous êtes vraiment confronté à une souffrance et à un désir. Et j'ai l'impression que votre travail, c'est d'arriver à la fois être médecin, à la fois écouter quel est le sens du désir de l'autre, ce qui vous place dans une situation très singulière. Ouais, c'est une position très particulière. On rentre dans l'intimité des gens, hein, parce que vraiment, avec les questions qu'on va leur poser, on va rentrer la sexualité, tout ça. Enfin, on va vraiment dans la profondeur, et on met à mal, on peut les mettre à mal avec les questions qu'on leur pose.
pour essayer de les aider, toujours avec cet objectif de vouloir les aider. Mais et avec en devant tenir compte de l'histoire, de voir quand c'est des couples hommes-femmes ou quand c'est des couples femmes-femmes, puisque maintenant on peut aussi faire de l'assistance à la procréation pour les femmes seules. Mais quand on a des couples, il y a trois entités. Il y a la femme et son histoire, l'homme et son histoire, ou la femme et son histoire, et l'histoire du couple. Et donc il y a trois entités à gérer, et avec leur vécu et de l'infertilité, leur éventuel historique médical, la manière dont ils gèrent cette infertilité, qui n'est pas toujours dite de manière totalement transparente l'un à l'autre. Et il y a beaucoup de non-dits en plus. Il y a tous les tabous liés à l'infertilité, parce que c'est encore souvent mal perçu, on a du mal à en parler. Et en fait, le médecin doit gérer tout ça. Et ne pas juste être un technicien, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Et peut-être on peut prendre une histoire où on va être confronté aux questions que vous êtes obligé de vous poser et de voir que vous êtes obligé d'interroger profondément le désir. On va pas prendre les 10 histoires, mais j'ai choisi celle de Pierre et Jade. Le mari est atteint d'un cancer et le couple vous demande de les aider à avoir un enfant, alors que le processus vital de Pierre est très avancé et très menacé. Ouais, c'est une histoire qui est assez, qui est assez terrible, parce qu'elle est dure, et elle montre à quel point on est prêt à tout pour ce désir d'enfant. C'est un couple qui va très bien, qui se dit, bon ben voilà, on va essayer d'avoir un enfant, et puis là, il y a cet homme chez qui on diagnostique un cancer à un stade très avancé. Et du coup, c'est la catastrophe, c'est tout qui est remis en cause, c'est le fait de devoir déjà avoir des traitements de chimiothérapie qui peuvent stériliser, donc d'un coup ce projet de grossesse, au-delà même avant même de se projeter dans la possibilité qu'il décède. Bien sûr, on annonce un cancer, il y a des idées de mort qui arrivent, on se projette dans la mort un petit peu, mais quand on est jeune et qu'on est dans cette situation, on se projette aussi vers, comme on a envie de se projeter vers le futur et de se dire que peut-être qu'on va arriver à vaincre cette maladie. L'après-cancer, c'est pour ce couple-là, ou ceux qui n'ont pas eu d'enfant, ou qui n'ont pas accompli leur projet d'avoir un enfant, de le compléter. Et les traitements du cancer mettent à mal cette fertilité. Donc en fait, cet homme, on lui avait fait congeler du sperme en vue d'une guérison et de la possibilité d'en réutiliser. Sauf que l'équipe qui lui avait juste appliqué la procédure de « tu as un cancer, tu es jeune, on va te faire congeler ». Mais quand on fait ça, beaucoup de centres se disent « bon ok, mais on réutilisera quand il ira bien ». On savait très bien que cet homme-là n'allait pas aller mieux. Très rapidement, il a été en soins palliatifs, on savait qu'il n'y avait plus aucun objectif curatif, il ne serait jamais guéri, et pourtant la volonté d'avoir cet enfant, elle était là. Et prononcée par les deux membres du couple, et l'endroit où ils avaient congelé leur a dit non, on ne peut pas accepter votre demande parce que monsieur va pas bien, quoi. Donc, alors, moi, quand ils sont venus me voir avec cette même demande, je me suis dit, on a discuté longuement, c'était lourd comme discussion, parce qu'il y avait la mort en permanence qui était présente, le fait que même si j'essayais à un moment de les accompagner, et on essayait, puisque c'est un travail d'équipe, on essayait de les accompagner dans leur objectif d'avoir un enfant, peut-être que cet homme ne verrait jamais son enfant, il décéderait avant, peut-être qu'il allait décéder sûrement au mieux dans les premières années de sa vie. Donc ça veut dire qu'on générait un orphelin de père quasiment immédiatement. C'est des décisions lourdes, et quand c'est les équipes médicales qui sont confrontées à ça, ça pose beaucoup de questions. Donc comment on fait ? C'est ça. Comment on fait quand on se retrouve dans votre situation à devoir prendre une décision aussi lourde ? Et comme je disais, j'ai l'impression qu'une des choses, c'est déjà de commencer avec
le plus d'ouverture d'esprit, d'écouter ce qui se passe, la demande, quel est le désir des parents. Ouais, je crois que la base, c'est d'écouter. Je ne sais pas s'il y a une bonne décision. On ne sait jamais si c'est la bonne décision qu'on prend. On espère prendre la bonne décision et on espère la prendre avec le couple et de manière juste. Pour moi, cette décision, elle était bien sûr compliquée, mais elle passait par deux choses. La première, c'était que on soit tous bien au clair sur tout ce qui pouvait arriver, y compris le pire, à savoir qu'il pourrait ne jamais voir son enfant, qui pourrait décéder dans les premières années de vie, et que notamment sa conjointe soit consciente de ça. Parce que lui, bon, une fois qu'il est plus là, il est plus là. Mais c'est elle qui se retrouve après avec cet enfant. Donc je voulais qu'elle ait quand même intégré tout ça, et que ce soit pas juste une volonté. Elle était jeune, on pouvait très bien se dire, bon bah il décède, elle refera sa vie, peut-être, et voilà. Et dans un contexte sans doute beaucoup plus paisible. Mais l'envie était là, elle était saine, et elle était pas... Fallait faire vite, parce qu'on savait que tout pouvait aller très très vite, et on ne peut pas faire de PMA en France, même si on a congelé du sperme, si le conjoint n'est plus en vie. Donc fallait faire vite de toute façon. On avait une course contre la montre, on savait pas combien de temps ça allait durer. Et fallait les aider, on ne savait pas si ça allait marcher, des fois il faut plusieurs mois, années pour que ça marche. Donc fallait y aller. Mais il fallait aussi pour moi, donc c'était la première étape, être sûr qu'ils avaient bien compris tous les enjeux. Et la deuxième, c'était de ne pas imposer ce genre de pratique médicale à une équipe qui aurait pu ne pas vouloir le faire. Moi je suis pas tout seul, je dirige 2 équipes. L'équipe, c'est ok, je suis à la tête de l'équipe, mais je ne peux pas, moi, je ne me vois pas décider tout seul et d'imposer à des infirmières, à des techniciens de labo, à des biologistes, à des aides-soignants, qui sont partie intégrante. Et en fait, les succès, on les a ensemble, les échecs, on les a ensemble. De leur imposer de vouloir faire quelque chose qu'ils ne voulaient pas faire. Et donc, je voulais que les gens comprennent qu'ils ne soient pas perturbés à voir débarquer un homme qui marchait déjà pas bien, qui avait l'air très fatigué, on le voyait sur son visage. On voyait que ça allait pas durer très longtemps. Et je voulais pas que ce soit imposé. Donc on s'est réunis, je leur ai expliqué ce qu'il allait y avoir. On a fait appel à des comités d'éthique, mais tout ça dans une fenêtre de temps très restreinte parce qu'il fallait aller vite. Et bien sûr que ça perturbe les gens, ça les dérange, c'est dérangeant de se dire mais voilà, ok, il va y avoir peut-être un enfant, mais il n'aura pas de père, il aura été conçu, son père... Enfin, ça pose plein de questions. Moi, je connaissais l'histoire. Je les avais vus en face de moi, je les avais vus. Il fallait que je rapporte ça sans que les gens aient les personnes entre eux. Donc il fallait que j'essaie de retranscrire les choses, retranscrire le désir, montrer que l'histoire avait du sens. Qu'est-ce qui faisait qu'à votre avis, l'histoire avait du sens ? Elle avait du sens parce que déjà elle existait au préalable. Ils avaient cette envie de faire un enfant juste avant que la sanction de ce cancer ne tombe. Et après, ils ont été toujours très cohérents et même pris séparément parce que je l'ai fait aussi. Parce que je voulais pas qu'il y ait d'influence. Enfin, du coup, c'était des entretiens qui étaient durs. Enfin, c'était dur et c'était beau. C'est des choses que vraiment je garde en moi parce que qui sont pas forcément faciles à retranscrire dans un livre. On va tellement dans l'intimité des gens et c'est presque pas mon travail au départ. Il y a une partie de psychologie qui est hyper importante. Même si on se doit d'être psychologue, j'ai pas une formation de psychologue ou de psychiatre à la base. Donc faut aller rentrer dans ces interrogatoires, dans cette discussion, et qui était difficile sans doute pour eux individuellement, qui l'était pour moi aussi, parce que je me suis... difficile en même temps, ça mettait les choses au clair. Ça ça les mettait au clair, ça part d'une bonne intention, mais après c'est aussi de se dire, mais... Enfin merde, je suis qui pour leur donner le droit de vie ou de mort d'avoir un enfant, quoi. C'est sur moi que ça va reposer. Leur envie, elle est ok, elle est cohérente. Je dois aider au quotidien. J'ai peut-être aidé, je sais pas combien de milliers de gens à avoir des enfants. Et certains, je les aide sans réfléchir comme ça, et sans le savoir, et ce seront de très mauvais parents. Et je le sais pas au départ. Et sur quoi je vais juger ? Sur quelle base je vais juger que ce seront des bons parents ou pas et que ça va bien se passer ou pas. Et c'est ça qui est hyper compliqué et qui est hyper intéressant. Ça vous arrive de dire non ? Ouais, j'essaye de me dire qu'il faut que je puisse dire non des fois, et heureusement, et c'est la base à mon avis d'un bon médecin, d'être capable de dire non si on pense que le projet n'est pas cohérent. Donc là, vous les avez aidés, donc l'équipe
Ouais. Il y a eu beaucoup de discussions. Une partie de l'équipe était pour et une partie était Ouais, contre. qui était dérangée. Après, on n'a pas forcé les gens qui voulaient pas. Voilà, on a essayé d'expliquer sans chercher à convaincre, hein, parce qu'on a toute notre histoire personnelle et il y en a à qui ça peut parler Vous avez différemment. proposé après à ceux qui n'étaient pas pour de Ouais, ne pas de ne pas accompagner être le impliqués. Voilà, on a décidé à l'unanimité. Enfin, globalement, la majorité était d'accord pour le faire. Oui, sinon, vous ne l'auriez pas fait. Sinon, je l'aurais pas fait. C'était pour moi la condition. Fallait je savais que ça ferait jamais l'unanimité, bien sûr. C'est sur des sujets comme ça, on peut pas l'avoir, mais que la majorité de l'équipe soit partant. À partir du moment où on en était là, on y allait activement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment... Voilà. Là, je trouve qu'on voit bien la profondeur humaine, la profondeur existentielle, le fait que c'est pas tout blanc et tout noir, que vous essayez. Et au fond, dans votre livre, il y a sans arrêt revient à cette question éthique, cette question du désir, jusqu'où aller, jusqu'où respecter la loi. Je trouve aussi très beau, vous ne vous cachez pas derrière la loi. Ça, chaque fois, il faut l'interpréter. Chaque fois, c'est des cas particuliers. Et puis, il y a des cas où vous sentez que la loi va évoluer. Et donc... Elle est importante, la loi. Le cadre, il est important. Bien de sûr. toute façon, on se doit d'avoir un cadre. Après, ce cadre, il est pas forcément d'une rigidité extrême, parce qu'on est dans de la médecine et il faut laisser place au cas par cas. Et je crois que la loi, les termes usités dans les lois, en tout cas moi je l'interprète comme ça, permettent de donner une certaine latitude et éventuellement de distordre un peu le cadre sans totalement en sortir, mais en étant à la limite. Ça, c'est vraiment un des points très frappants du livre. Et en tout cas... Qui est très émouvant, parce qu'on sent, voilà, vous n'êtes pas le fonctionnaire, c'est comme ça. Chaque fois, il y a un cas particulier et vous vous confrontez. J'essaye... Après... C'est ça que moi qui m'a le plus touché. Non, mais mes détracteurs pourraient dire que j'interprète la loi, et qui suis-je pour interpréter la loi ? C'est clair. Moi, j'estime que mon travail, si je veux bien le faire, je me dois me fixer des limites, et que j'ai conscience que je travaille avec un cadre, mais que pour autant, et encore une fois, je me base sur les textes de loi qui sont pas forcément d'une clarté limpide, et justement, mais je pense que c'est volontaire. Moi, je l'interprète comme quelque chose de volontaire. D'autres pourraient lire ce même texte en l'interprétant différemment. Eh bien, moi, je me dis que ça peut me donner des fois une certaine latitude, encore une fois, mais pas tout seul. C'est pas de la décision que je prends tout seul. Et à partir du moment où on décide en équipe de faire les choses, eh ben, j'ai l'impression qu'on est là, voilà, qu'on fait bien. On fait pas mal. On fait pas du mal. On essaye de vraiment faire les choses telles qu'on les ressent, au cas par cas. Moi, je dirais, en philosophe, c'est ça la vraie éthique, c'est le face-à-face de la complexité de la situation, qui est au fond le sens véritable de l'éthique. Je trouve aussi intéressant de reprendre l'histoire d'Amélie et Robert pour montrer que même un médecin brillantissime comme vous ne sait pas tout, que la médecine ne sait pas tout. Je trouve que c'est c'est très beau et courageux que vous avez même commencé le livre par cette première histoire. Donc peut-être on peut raconter l'histoire vraiment incroyable. D'abord, il faut qu'on dise à tous ceux qui nous regardent, toutes les histoires finissent bien. Donc ça, c'est vraiment, ça fait un bien fou de lire parce que c'est tellement émouvant. On lit ça, ça touche. Et là, on a une histoire tout à fait incroyable, l'histoire d'Amélie et Robert. Alors, ouais, elle est parlante. Elle est parlante pour beaucoup de médecins de leur production. C'est l'histoire de couples qui rentrent dans des parcours de PMA, qui vivent l'infertilité pendant des années, qui vivent après les parcours de PMA pendant des années. Et on se casse tous les dents. Il n'y a pas de cause, on ne sait pas pourquoi. On s'en sort pas, on essaye tout un tas de choses. On fait des explorations dans tous les sens. Ça dure des mois, des années. On essaie des traitements, c'est très émouvant. Au début, ils pensent que c'est pas si grave, ça prend de plus en plus de temps. Mais parce que nous-mêmes, on ne croit pas que c'est pas si grave. Parce qu'on se dit, et maintenant d'ailleurs, avec ce genre de vécu, nous-mêmes, médecins, on change. C'est-à-dire que au départ, on se dit, on trouve rien, ça devrait aller, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, il n'y a pas grand-chose maintenant, je le vois comme... en fait, je préfère quand il y a quelque chose et que j'ai pas un ennemi invisible. Et l'ennemi invisible, en fait,
c'est du hasard complet. Après, je sais pas du tout si à la fin je vais y arriver ou pas. Donc là, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Vous avez essayé. Qu'est-ce que vous avez essayé d'abord pour les aider? En fait, ils ont fait des parcours standards, tous les examens pour essayer de comprendre. On n'a rien trouvé. Après, on a fait ce qu'on appelle des inséminations intra-utérines. Qu'est-ce que c'est? On peut peut-être expliquer. On va essayer d'optimiser un peu toutes les étapes pour essayer de favoriser la fécondation et le fait d'avoir un enfant. On va stimuler un peu les ovaires pour faire produire 2 ovules au lieu de 1 chaque mois pour la femme. Et on va cibler les rapports ou replacer des spermatozoïdes au fond de l'utérus dans un timing parfait avec des spermatozoïdes préparés si c'est des inséminations. On va les remettre au fond de l'utérus et ensuite on va laisser les choses se faire en espérant que ça fonctionne. C'est en général la première étape la plus simple. Et puis si ça ne marche pas, on passe à l'étape la plus lourde, qui est la fécondation in vitro, où là on va stimuler fort avec des piqûres quotidiennes pour la femme, pour énormément booster les ovaires. Et on va aller prélever au bloc opératoire les ovules. Donc il y a un prélèvement qui se fait par les voies naturelles, mais quand même assez intrusif du coup. On récupère les ovules qu'on va mettre avec des spermatozoïdes, encore une fois préparés, les meilleurs, pour cette fois constituer des embryons. Dans les inséminations, la constitution éventuelle de l'embryon se fait naturellement. On replace les spermatozoïdes, ils vont à la rencontre du ou des ovules et ça se fait ou ça se fait pas. Là, on essaye de générer volontairement un embryon ou des embryons au laboratoire, embryons qui peuvent être placés dans l'utérus dans un timing encore une fois parfait. Et là, ça marche pas. Et chez eux, on avait des embryons, tout était bien, mais ils s'accrochaient jamais. Et donc on se dit après, on s'en sort pas. Donc après on part sur d'éventuelles alternatives. On peut se dire, peut-être qu'il faut changer des gamètes. Peut-être que c'est l'ovule qui est pas bon. Peut-être que c'est le spermatozoïde qui est pas bon. Donc en général on se dit, on va changer, on change les ovules. Parce que souvent c'est le plus compliqué. Donc on les fait avoir recours à ce qu'on appelle du don d'ovocytes. Donc on prend un ovule d'une femme jeune, plus jeune, puisque ces femmes vieillissent en général parce que ces parcours sont très longs, et les ovules sont de moins en moins compétents avec les années. Et même si on a des embryons avec un ovule plus jeune, et des spermatozoïdes, et on peut des fois changer les spermatozoïdes, et en fait il ne se passe rien. Ça ne s'accroche pas, il ne se passe rien. Donc là vous arrivez au moment le plus douloureux où vous leur dites que malheureusement vous ne pouvez plus rien pour eux. C'est ça qui est un moment déchirant. Mais qui est un moment de déchirement parce que je me dis, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Surtout, déjà, ils sont encore ensemble, je ne sais même pas comment ils ont pu endurer. Le couple est tellement puissant pour endurer une telle épreuve sur des années et des années. Et on les met tellement à mal avec tous ces traitements parce que on leur demande de venir faire des contrôles le matin tôt, des prises de sang, des échographies, il y a des prélèvements chez la femme, il y a des recueils de sperme chez l'homme. Enfin, c'est très envahissant en fait. Et leur vie est rythmée par ça. Et elle est rythmée à chaque fois à la fin par un échec. C'est horrible. Et nous, on est là, on a envie de se battre avec eux, on a envie d'être positif, et puis on prend les claques à chaque fois, en fait. Les tests négatifs, c'est la claque pour le couple, c'est la claque pour les équipes médicales. Et là, on se dit à un moment, mais faut arrêter ce carnage. Je leur apporte rien, qu'est-ce que je fais? Je sais plus. J'ai essayé de chercher tout ce que je pouvais, j'y arrive pas. Et c'est hyper dur pour un médecin, et sûrement encore beaucoup, même pour moi qui suis très compétiteur, de me dire il faut abandonner. Et j'ai l'habitude d'éduquer même mes enfants en leur disant un Greenberg n'abandonne jamais, et je leur dis ça. Et là, mais il y a des fois, il faut savoir, parce que s'il y a un moment, on arrive dans la malfaisance, en fait, on fait plus correctement, je fais plus bien mon métier. Et donc on dit stop, et des fois d'ailleurs le stop est un soulagement en fait. Pour nous il est dur, mais des fois pour le couple c'est... Bon ça y est, on sort de ce parcours, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on est rythmé par ça, et il faut passer à autre chose quoi. Et là ils l'ont pris comment? C'est dur parce que même si ça peut être un soulagement, après dans les semaines ou mois qui viennent, il y a une cicatrice, et on repense à tout ça, et c'est le moment où on dit stop, il est terrible parce que le monde finalement s'écroule. Ça entérine le fait de j'aurai pas d'enfant. En théorie, parce que ce couple-là, de manière
miraculeuse ou incompréhensible, ou après en fonction de ses croyances ou de la manière dont on voit les choses, ce couple a eu un enfant naturellement. Complètement net. Combien de temps après? Je ne sais même plus, c'était 10-15 ans après. Enfin, à 10-15 ans après? Si on repart par rapport à Non, mais après que vous leur avez dit stop? Ah non, c'était quelques années après. Quelques années après, donc ça c'est très beau, vous racontez un livre. Un jour, vous recevez un mail, donc vous vous dites, ah, tiens, qu'est-ce qui lui arrive et tout ça, et elle vous annonce... qu'elle a fait un premier test. Et moi, je m'étais dit au départ, ils vont m'écrire en me disant finalement, ils avaient refusé l'adoption. Finalement, on va adopter. On a quand même notre désir d'enfant, il est là. Quelles sont les procédures? Voilà, choses qui sont assez qu'on a fréquemment. Bon, ok, on veut pas, et puis finalement, on a réfléchi. Notre désir d'enfant, il est quand même très très important. C'est un renoncement, mais on va quand même adopter. Je me suis dit bon, ça va être un nouveau mail comme ça. Et là. J'ai dû me dire, ouvre bien les yeux, c'est pas possible parce que cette histoire, je la connais par cœur, je la connaissais par cœur. Ça a été tellement long, le parcours était tellement long que je me suis dit, c'est pas possible. Et là, alors, hyper heureux pour eux, je me dis, mais c'est pas possible, c'est fou. Et hyper presque déçu par moi, quoi, de me dire, mais t'es nul, quoi. Tu te rends compte que tu les as emmerdés, tu les as mis dans un parcours pendant autant de temps, tu leur as fait endurer tout ça pour à la fin ne pas y arriver, leur dire stop, a priori ça marchera pas. Et ils y arrivent comme ça, sans personne, comme n'importe qui devrait y arriver. C'est ça, et on se dit... Mais... Et l'enfant s'est bien... Et tout s'est bien passé. Tout le monde va bien. Et là, on se dit, mais à quoi tu sers, en fait? Tu fais quoi dans ton métier tous les jours? Ça remet énormément de choses en question. Je trouve ça très beau, l'humilité que vous avez là-dessus. Et ça remet tellement les choses en question que maintenant, enfin, avec ce genre d'histoire, je sais que je ne dirai plus jamais à quelqu'un, c'est impossible, vous n'aurez jamais d'enfant. Je peux pas dire ça. Parce qu'on se construit aussi avec ces histoires et ces expériences. Et l'expérience montre que en fait, même quand on pense que c'est impossible, il faut pas dire que c'est impossible, parce qu'il y a une part de magie dans tout ça, et d'inconnu, et qui peut des fois faire que le destin bascule du bon côté. Alors, une histoire invraisemblable qu'il y a dans le livre, alors que c'est l'histoire de Karine. Là aussi, vous avez beaucoup d'humilité. Donc, il y a cette femme qui arrive à l'hôpital. Évidemment, là, comme dans le contexte, les gens vont un peu comprendre, mais c'est une histoire complètement incroyable. Donc, elle a eu un accident, son pronostic vital est engagé. Elle fait partie comme vous dites, des victimes de la route. Et elle est dans le coma. Et alors, on vous appelle. Ouais, on m'appelle parce que les réanimateurs comprennent pas bien. Il y a un marqueur hormonal qui est pas normal, et c'est un marqueur de la thyroïde. Et ils n'arrivent pas à comprendre. Et il n'y avait pas d'endocrinologue dans l'hôpital. Et bon, les médecins de la reproduction font beaucoup d'endocrinologie, s'occupent des hormones aussi. Connaissent pas toutes les hormones comme les endocrinos, mais en connaissent un certain nombre. Et en fait, ils avaient fait tout un tas de tests, ils comprenaient pas. Donc elle était depuis 2 mois et demi dans le coma. Et après, puis ils trouvent ce test avec une valeur anormale. Et moi, en réfléchissant un peu, je me dis, ils trouvent rien, ils ont fait quand même pas mal d'explorations. Elle est jeune, faites un test de grossesse, quoi. Faites un test de grossesse parce que cette hormone peut des fois, l'hormone de la grossesse peut faire baisser des fois cette hormone de la thyroïde. Mais vous y croyez pas trop. Vous avez ça par cas de conscience. Ouais, vous le racontez, je trouve c'est très beau. Vous dites, face à ce cas, j'étais aussi démuni que les autres médecins, mais ils attendaient mon avis sans trop réfléchir, sans doute pour dire quelque chose. Et avec la vision biaisée que me donne ma spécialisation, je leur conseillais de faire ce test. Je trouve ça, c'est magnifique. Et du coup, et c'est vrai que je pouvais pas y croire. Enfin, je me suis dit, bon, on va le faire. De toute façon, on va le faire parce que finalement, au vu de cette valeur-là, la bonne pratique médicale voudrait qu'on fasse ça. Mais je pense qu'effectivement, n'importe quel médecin ne peut pas y penser parce que vu l'état heureusement que vous avez pensé. Donc, elle était enceinte.
Heureusement, on l'aurait vu sans doute après, on l'aurait découvert sans doute encore plus tard, mais du coup, ça a permis de ne pas le savoir trop tard. Ce qui fait aussi se poser plein de questions, parce qu'il y avait un conjoint impliqué dans l'accident. Un conjoint depuis pas si longtemps que ça. Et qu'est-ce qu'on fait quand Est-ce que vous laissez l'enfant ou pas? C'est ça la question que vous avez, la est-ce qu'on première question. laisse? Qu'est-ce qu'elle voulait, elle? C'était un tout début de grossesse. Est-ce qu'elle n'aurait pas voulu interrompre cette grossesse? Le partenaire, le conjoint dit bon, bah, moi je veux le garder. Parce qu'ils étaient là depuis très très peu de temps. Ouais. Ça faisait quelques semaines seulement qu'ils étaient ensemble. Moi je veux le garder. Oui, ok, toi tu veux le garder, mais elle n'est pas là pour donner son consentement de je veux le garder. Qui nous aurait dit qu'elle voulait le garder, qu'elle n'aurait pas fait une interruption de grossesse? Problème éthique Et intense. hyper compliqué. Et personne n'a la réponse à ça. Parce que personne ne peut savoir ce qu'elle aurait dit. On ne peut pas parler pour les autres. Et là-dessus, elle ne s'était même pas projetée. Elle n'aurait pas parlé à ses proches, sa famille, etc. Ils n'essayaient pas d'avoir un enfant. Donc elle n'avait pas pu commencer à raconter, éventuellement, pour ceux qui veulent le raconter, oui, on projette d'avoir un enfant, etc. Donc en fait, il y a une décision qui devait être celle, est-ce qu'on interrompt cette grossesse ou pas, là où la personne qui a généré la grossesse veut le garder, mais la personne qui porte l'enfant ne peut pas dire si elle veut le garder ou pas. Et ça mettait le fait d'avoir un enfant, vous aviez peur que ça mette un peu en danger On ne savait pas, en fait. On ne savait pas si elle allait continuer à vivre. On ne savait pas déjà, elle, si elle allait continuer à vivre. Donc si elle ne continue pas à vivre, bon, bah, ça dépend du terme, mais il y a un moment, bah, soit la grossesse s'arrête, mais si on voit que c'est une descente progressive et qu'on est très avancé dans la grossesse, on peut même être amené à sortir l'enfant en sachant que la mère va décéder. Voilà, donc c'est des questions. Est-ce qu'on laisse l'enfant sans mère? Là aussi, vous aviez potentiellement sans mère. Potentiellement sans mère. Ça vous met dans des sites. Là, on voit. Là, on rentre dans l'abîme des questions que vous avez à répondre. C'est dingue. De décider pour quelqu'un qui, en plus, là, contrairement à l'homme qui allait décéder, mais qui était capable de verbaliser des choses, elle ne pouvait pas verbaliser les choses. Donc on prenait une décision. Alors ce qui permettait aussi de réfléchir et qui pouvait nous décharger un peu de tout ça, c'était de se dire, en France, on a quand même une législation qui permet d'interrompre des grossesses très tard. Alors pas les IVG qui sont limitées en début de grossesse, mais on pouvait toujours se dire et garder en backup dans un coin de l'esprit que si jamais elle devait se réveiller et qu'elle ne voulait pas cette grossesse au 7e ou 8e mois, on aurait pu en faire une interruption médicale de grossesse parce que le motif au départ et les conditions de la grossesse étaient pas classiques. Donc elle n'était pas en mesure de donner un consentement à ça. Et donc on s'était gardé en backup le fait de se dire si voilà, elle dit à 7-8 mois de grossesse finalement elle se réveille et je veux pas de l'enfant, on aurait sans doute interrompu cette grossesse. Avec d'autres problèmes éthiques. Hein, c'est dingue, vous êtes dans des... C'est dingue. Donc vous avez... Donc déjà, c'est déjà tout à fait étonnant. Le père veut absolument assumer l'enfant, alors qu'il n'est pas depuis longtemps. Ouais, mais là-dedans aussi, ça aussi, c'est hyper compliqué, la part de culpabilité quand on a généré un accident de voiture où sa copine du moment c'est clair. Va peut-être perdre la vie. En plus de ça, il apprend qu'il va peut-être être père. Enfin, même lui, je ne sais même pas comment il peut prendre cette décision. Ils sont tellement jeunes, c'est tellement bouleversant, c'est tellement difficile. Et la part de culpabilité peut faire qu'on va pas forcément donner la bonne réponse ou se dire oui, bah finalement, j'ai été à l'origine de cet accident, je sais pas si elle sera là ou pas, mais au moins il y aura encore quelque chose. Enfin, je sais pas comment on peut réfléchir à ça. Donc comment vous décidez alors que vous allez accompagner, laisser l'enfant et... On décide parce que déjà, ça la met pas en danger, elle, physiquement, ça précipite pas, elle, son déclin. Donc c'est déjà un facteur qui était important parce que si ça générait un surrisque pour son état de santé ou si on voyait qu'elle se dégradait... Donc ça la dégrade pas, donc vous décidez. Ça la dégrade. Alors là, vous faites une chose tout à fait qui surprend tout le monde. Vous allez voir cette femme et vous allez lui expliquer ce qui lui arrive, même si elle est dans le coma. Ouais, parce que... Les gens sont un peu surpris. C'est normal. Enfin,
en général, c'est les familles qui parlent, ou alors les médecins, ou quand ils passent, vont dire bon, bah, monsieur, madame, je vais vous faire ça, je vais vous mettre un tuyau, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils entendent, mais on essaie de faire comme si. Mais les familles sont en général, voilà, les proches parlent beaucoup plus longtemps, c'est des vraies conversations. Et en fait, là, j'étais un peu comme la famille, à devoir verbaliser un truc, pas juste je vais te faire une prise de sang ou je vais faire ça. Enfin, d'essayer de lui expliquer tout le contexte, et je sais même pas si j'attendais moi-même une réponse. Je savais qu'il pouvait pas y en avoir, en tout cas pas là. Ou alors je pouvais me projeter devant en me disant mais ça va être un film et je vais lui dire ça, elle va ouvrir les yeux. Mais c'était du fantasme, ça. C'était pas possible que ça se passe comme ça. C'est juste une manière de respecter la personne. Mais de respecter la personne. Le minimum que je pouvais faire, à partir du moment où on décidait, encore une fois, pas que moi, hein, mais on décidait de poursuivre les choses, Donc vous lui parlez, vous lui expliquez. De parler, d'expliquer. Qu'elle a un accident, qu'elle a un enfant, que vous allez l'accompagner. Ouais. Et donc elle reste dans le coma jusqu'à quel mois ? C'était c'est vers le 5-6, on était aux alentours du 6e mois, dans ces eaux-là. Et au 6e mois, elle se réveille. Et là, ouais, et se pose la question, on était peut-être au 7e d'ailleurs, et elle se pose plein de questions en fait. Déjà, bon, elle a l'air heureuse, pas surprise, presque pas surprise, donc en fait, elle se réveille, elle a l'enfant, et elle vous dit qu'elle n'est pas surprise, qu'au fond, il s'est passé quelque chose. C'est moi qui suis le plus surpris, en fait. Enfin, je suis surpris qu'elle soit pas surprise. Et en fait, finalement, c'est pas... Elle vous explique qu'elle sentait quelque chose malgré tout. Mais oui, en fait, mais les gens qui sont dans le coma le diront bien mieux que moi, il se passe des choses et ils ressentent des choses. Et qui sont pas perceptibles par tout l'environnement, puisqu'ils sont pas capables de les verbaliser, de les montrer. Mais... peut-être elle a entendu ce que vous lui avez dit d'une certaine manière. Je sais pas, mais en tout cas, elle l'a ressenti dans son corps. Elle a sans doute senti, finalement, ce que peut sentir une femme qui porte un enfant, peut-être sans doute différemment, avec une conscience peut-être différente, mais elle savait. Elle savait. C'est extraordinaire. C'est bouleversant. Et en fait, moi, de me dire... c'est fou. Et c'est ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'elle ait pu savoir. Et qu'elle soit pas surprise. Le fait que sa non-surprise était follement surprenant pour moi. Et elle n'avait pas de séquelles de son accident ? Non. C'est extraordinaire. Et donc l'enfant est venu et tout s'est bien passé. Ouais. Il n'est pas venu. On a fait une césarienne parce que on savait pas. Elle était quand même assez faible. Enfin, c'est lourd tout ça. Et vous l'avez revu après ? Ouais, j'ai revu après et et tout va bien, quoi. C'est une sorte miraculeuse. Ouais, c'est un miracle. Le couple est ensemble et ils vont bien. Et donc, ce qui me rassure aussi, parce que sur le coup, si ça avait été le déchirement quelques mois ou quelques années après, avec un couple qui se déchire et qui se sépare, je me serais dit, t'as fait une connerie en n'interrompant pas et en écoutant que monsieur. Et donc, c'est extraordinaire. J'invite tout le monde à lire ce livre, à rentrer dans toutes les autres histoires. On en a évoqué 3, il y en a encore 7 autres qui sont tout aussi incroyables, différentes les unes des autres. Et je trouve qu'on voit bien... moi au début, je me suis dit de quoi ça parle, et en fait, on voit que ça parle du miracle de la vie et de ce que ça veut dire être un être humain devant la complexité du réel, sans avoir de solution toute faite. Je crois que vous en avez très bien parlé. Merci infiniment. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez été, comme moi, absolument bouleversé par ces histoires. Moi, j'en ai encore la chair de poule. Et n'hésitez pas à partager, à mettre des pouces, des étoiles, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve à très vite pour un nouvel épisode de Dialogue.